Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la doctrine du Parti fédéral Europe en ce qui concerne la notion de nation européenne. Parce que si nous voulons créer un État européen, on ne peut le faire que sur la base d'une nation européenne. Alors, qu'est-ce qui constitue la nation européenne? Eh bien, comme toutes les nations, la nation européenne, elle dispose d'éléments objectifs qui la caractérisent. Toutes les nations doivent disposer pour exister d'une culture commune, d'une population commune, d'un territoire commun, d'une certaine histoire en commun. À partir du moment où ces éléments sont réunis, vous avez l'existence d'une nation. Donc les nations ne sont pas des constructions arbitraires, ce sont des produits de l'histoire qui reposent sur des éléments objectifs: culture, population, territoire, histoire. Donc nous allons voir que l'Europe dispose bien de ces quatre éléments et qu'à ce titre, elle constitue une nation. Alors, il faut ajouter que cette nation est diverse, c'est-à-dire que ce n'est pas un groupement monolithique, c'est une nation qui comprend plusieurs composantes, comme la plupart des nations. Vous avez par exemple le Royaume-Uni, qui est une nation, la nation britannique, c'est une nation, et cette nation britannique, elle comprend plusieurs éléments. Elle comprend les Anglais, les Écossais, les Gallois, les Irlandais du Nord. Donc il peut y avoir plusieurs nations à l'intérieur d'une grande nation. Et l'Europe est une grande nation qui comprend plusieurs petites nations à l'intérieur d'elle-même. Donc, premier point, les Européens ont une culture commune. Alors, en quoi consiste la culture européenne? Eh bien, la culture européenne, c'est essentiellement l'héritière de la culture grecque, puis hellénique, notamment en matière scientifique, philosophique, la culture du débat, qui a été reprise par la civilisation romaine, et cette civilisation y a ajouté des éléments notamment juridiques, administratifs, militaires, et la capacité de planifier et de réaliser des grandes infrastructures pour l'eau et les routes notamment. Alors cette culture donc grecque, hellénique et latine s'est ensuite diffusée dans tout l'Empire romain, et elle a imprégné donc toutes les populations qui faisaient partie de cet empire. Par la suite, lorsque les populations germaniques ont été intégrées dans l'Empire romain, puis ont envahi cet empire, cette culture grecque et latine a été reprise par ces peuples germaniques qui ont ajouté, bien sûr, certaines de leurs propres certaines données, certaines caractéristiques culturelles qui leur étaient propres. Donc on peut dire que on a une base culturelle commune à tous les pays d'Europe, et que les pays d'Europe, les cultures que nous connaissons aujourd'hui pour chacun des pays d'Europe, ne sont que les filles de ce tronc commun culturel européen. Par exemple, pour ce qui concerne les langues européennes ont été toutes imprégnées par le latin, y compris l'allemand pour sa structure, ou le français pour son vocabulaire. Alors, deuxième période de diffusion de cette culture européenne, c'est à travers l'Église catholique que cette culture européenne s'est diffusée à travers l'Europe. Parce que cette Église, elle était centralisée, et puis elle était bien organisée. Donc, on a une diffusion progressive de la culture européenne à travers des éléments au départ impériaux, puis religieux. Et cette culture européenne, elle a ensuite connu un essor et elle s'est propagée de nouveau avec le phénomène de la Renaissance, qui était une sorte de retour aux sources grecques et romaines sans passer par l'intermédiaire de l'Église, en matière littéraire, artistique, scientifique. Et donc, cette Renaissance qui a débuté en Italie, c'est ensuite a gagné la France, puis le reste de l'Europe. Donc on a ici encore un phénomène culturel
parfaitement européen dans la Renaissance. Puis avec l'imprimerie, on a eu la réforme qui a pu se propager à toute l'Europe. Et la réforme, c'est également un phénomène culturel européen dans le domaine religieux qui relève d'une sorte de phénomène de prélumière à l'intérieur du phénomène religieux parce qu'il voulait aller au fond du problème religieux sans passer par les hiérarques, les prélats de l'Église catholique. Donc c'était une sorte de prélumière mais qui était cantonnée à l'intérieur du système religieux. Ces prélumières ensuite se sont mutées en véritables lumières, détachées du fait religieux, et ces lumières, elles ont gagné toute l'Europe, elles ont fait de l'Europe une zone de culture et de foisonnement encore plus intense, ouvert à la rationalité, au progrès technique. Puis est apparue la révolution industrielle, nouveau phénomène pleinement européen. Alors cette révolution industrielle, évidemment, elle a profondément marqué l'Europe par l'élévation du niveau de vie, par l'essor démographique, par l'amélioration des techniques, des organisations, des armements. Donc on a encore là un phénomène culturel dans la révolution industrielle qui est absolument européen. Donc on peut dire que cette culture européenne, qui est fondée sur l'héritage gréco-latin, transmis par l'Église catholique, puis repris par la Renaissance, avec des éléments religieux en ce qui concerne la Réforme, débouchant sur les Lumières, puis sur la Révolution industrielle, tous ces éléments, ça forme le fond culturel européen. Et ce fond culturel européen, il est beaucoup plus prégnant que les cultures des divers pays d'Europe. C'est pour ça que l'évolution culturelle des pays d'Europe est interdépendante. On ne peut pas séparer un pays d'Europe d'un autre en matière culturelle. Et donc, en matière culturelle, ce qui unit les Européens, ce qu'ils ont en commun, est beaucoup plus fort que ce qui les sépare. Donc voilà pour ce qui concerne la question de la culture européenne. Maintenant, passons à la question de la population européenne. Alors, on peut dire que sur ce point, la population européenne, elle est constituée, pour l'essentiel, de populations voisines et cousines qui ont évolué ensemble depuis très longtemps. Alors, il y a d'abord les populations germaniques, qu'on retrouve en Scandinavie, Allemagne, Autriche, France, Benelux, Angleterre, nord de l'Italie, nord d'Espagne, ouest de la Pologne. Ce sont les plus nombreuses. On a ensuite les populations italiennes, en Italie, dans le sud-est de la France. On a les populations slaves, en Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Serbie, Croatie, Slovénie. Et enfin, on a des populations celtes en Irlande, Bretagne, Espagne, et d'autres groupes de populations plus réduits comme les Hellènes ou les Corses. Donc tous ces peuples, ils ont grandi ensemble depuis des milliers d'années, ils se sont mélangés, et ils forment désormais une population qui constitue le socle du peuple européen. Alors à ces populations qui sont en Europe depuis longtemps, il faut ajouter des populations extra-européennes qui sont arrivées il y a 1000 ans ou un peu moins, comme les Magyars, les Avars, les Maltais, ou parfois un peu plus. Et ces populations se sont appropriées beaucoup ou la plupart des éléments de culture européenne. Ils ont contribué à l'épanouissement de la culture européenne par leurs apports propres, et ils font bien évidemment désormais partie de la population européenne. Et ensuite s'ajoutent toutes les diverses minorités venues hors d'Europe, donc minorités turques en Allemagne, marocaines, algériennes en France, juives, Sénégal, Nigeria, Chine, Vietnam, etc. Et toutes ces minorités, elles contribuent à la culture européenne. Elles sont donc bénéfiques pour l'essentiel à la culture européenne. Et elles, dans leur grande majorité, elles se sont appropriées une bonne partie de la culture européenne, notamment à travers l'apprentissage de langues européennes, la compréhension des institutions européennes. Voilà.
De plus, on peut dire que les Européens, ils ont une langue. Alors ces populations, évidemment, elles ne parlent pas la même langue. Mais ce sont des langues qui sont voisines. Les populations la majeure partie de la population européenne partage des langues qui sont voisines par la syntaxe, par le vocabulaire, et ça facilite leur apprentissage mutuel. En plus, les populations européennes, elles disposent d'une langue commune. Cette langue, c'est l'anglais. Alors l'anglais, c'est une langue germanique qui se situe à mi-chemin entre le français et l'allemand. Il y a beaucoup d'éléments de vocabulaire dans l'anglais qui sont d'origine française, mais la syntaxe, c'est germanique. Donc c'est à mi-chemin entre le français et l'allemand. Et c'est une langue qui est parlée à peu près par 50% des Européens. Sa maîtrise progresse de jour en jour. Donc ça peut constituer une lingua franca, une langue commune pour toute l'Europe. Et elle peut jouer exactement le même rôle que le latin a joué dans l'Antiquité européenne, ou le bas latin dans l'Empire carolingien, ou dans l'Empire franc. Voilà pour ce qui concerne la question de la population européenne. Ensuite, venons-en à la question du territoire européen. Alors, on peut dire que le territoire européen, il est délimité par l'Atlantique, par la mer Méditerranée et par le territoire des États de culture et population russe ou apparentée. Donc c'est une question très importante parce que si on veut créer un État fédéral européen, il faut des frontières déterminées à l'Europe. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment identifier en quoi consiste le territoire de l'Europe. Donc nous allons tout de suite l'évoquer. A tout de suite.